Alors, bonjour à tous. Un peu de silence, on va commencer tranquillement, c'est la fin de la récréation. On va commencer tranquillement le cours dans un contexte merveilleux pour nous, puisqu'on aborde la question des idéologies, et puis là on est en plein dedans avec les élections. Donc on a en tête, à la tête du Nouveau-Brunswick, de notre province, deux premiers ministres putatifs possibles, avec deux légitimités qui sont évoquées. C'est un cas d'école parfait pour nous. Alors j'espère que vous y retrouvez dans cet imbroglio politique. C'est vrai que je pense que c'est la première fois que ça se passe de cette façon au Nouveau-Brunswick dans l'histoire assez longue quand même de la démocratie néo-brunswickoise. Il y a déjà eu des gouvernements minoritaires, mais là non seulement on a affaire à un gouvernement minoritaire, ou on aura affaire à un gouvernement minoritaire, mais on ne sait pas encore de quelle couleur il sera. Alors, si vous êtes un habitué ou une habituée des soirées électorales, souvent au milieu de la soirée, vers 9h, souvent 10h, Radio-Canada annonce si la tendance se maintient, nous prévoyons un gouvernement, et il y a toujours une couleur. Ben là, il n'y a pas de couleur. Et ça dure. C'est-à-dire qu'on est finalement dans l'incertitude. Et vous le voyez avec les déclarations, vous l'avez peut-être entendu ce matin, les déclarations de Herménégilde de Chiasson, l'ancien lieutenant-gouverneur, qui dit « J'aimerais pas être dans les souliers de l'actuel lieutenant-gouverneur ». C'est vraiment une situation qui est assez délicate, assez difficile, qu'on a connue il n'y a pas très longtemps, mais au niveau du gouvernement fédéral, avec la gouverneure générale Michaëlle Jean, qui a été confrontée à une situation pas similaire, puisque les résultats étaient assez clairs, mais face à une situation finalement d'une coalition possible de partis politiques qui souhaitaient finalement remettre en question le gouvernement minoritaire conservateur de l'époque. Donc à l'époque aussi, la gouverneure générale Michaëlle Jean, c'est le chef de l'État canadien, était face à une situation où vous aviez un gouvernement minoritaire, celui de Stephen Harper, et une coalition politique était en train de se mettre en place entre le NPD, le Parti libéral du Canada, qui était dirigé à l'époque par Stéphane Dion, et en arrière-cour, le Bloc québécois, qui promettait à la coalition, si elle se faisait, de ne pas les empêcher de gouverner. Donc vous voyez, le Bloc québécois se disait, bon ben voilà, vous ne serez pas majoritaire à la Chambre des communes, mais moi je ne participerai pas au gouvernement de coalition, mais je vous promets de ne pas rendre cette coalition instable. Et la gouverneure générale a préféré confier finalement le gouvernement à Stephen Harper. Et Stephen Harper a fait déclaration de politique générale, et il a obtenu la confiance de la Chambre des communes, et il a pu gouverner. Mais là, c'est à ce à quoi on s'attend. Mais les deux leaders arrivés en tête promettent de faire la même chose. C'est-à-dire tenter de constituer une majorité et faire en sorte que cette majorité soit acceptée par l'Assemblée législative. Alors là, on rentre très directement dans ce qu'on a évoqué, je pense, la semaine dernière, quand j'ai dit... la démocratie, c'est aussi des questions de normes, de respect de la règle. Vous voyez, il y a des règles qui organisent le fonctionnement du pouvoir politique ici au Nouveau-Brunswick. Mais au-delà de cette règle,
on s'aperçoit bien que le fonctionnement dépend aussi du rôle, du comportement des acteurs. Si Glenn Higgs avait dit, étant donné les résultats assez serrés, je me retire, ou si Brian Gallant avait fait la même chose, il n'y aurait pas de problème. Vous voyez, le comportement des acteurs, donc chacun là joue sa game. Chacun joue sa game en respectant les règles. Il n'y a personne qui est en train d'évoquer une légitimité qu'il n'aurait pas au niveau du pouvoir. Tout ça est parfaitement démocratique. Mais on est dans une période d'incertitude. On a déjà connu ce type d'incertitude ailleurs, en Amérique du Nord. Alors vous étiez peut-être pas né, enfin je ne sais pas, après tout. C'était au début des années, à la fin des années 90, début des années 2000, élection présidentielle américaine qui oppose George Bush, fils, à Al Gore, donc le candidat démocrate, et on se retrouve face à une profonde incertitude au niveau des résultats électoraux. Là aussi, le système politique américain a frôlé la crise institutionnelle. Et cette crise institutionnelle finalement a été évitée de justesse, par l'intervention des juges, et là vous le voyez dans l'actualité au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qu'est en train de faire la lieutenant-gouverneur? Elle prend ses renseignements. Elle prend ses renseignements après qui? Après des constitutionnalistes, des experts dans le fonctionnement des institutions politiques. Donc en ce moment, ces experts sont sollicités évidemment par la lieutenant-gouverneur pour qu'elle puisse prendre sa décision. Mais à l'époque, donc, la Cour suprême est intervenue en disant voilà, on déclare que c'est George Bush qui est élu. Et la deuxième chose qui s'est passée dans ce contexte américain, c'est le retrait du candidat démocrate. Là aussi, importance dans le fonctionnement d'une démocratie, du rôle des acteurs, de la manière dont ils vont se comporter. Al Gore a dit « J'accepte l'arbitrage de la Cour suprême et donc je décide de reconnaître la victoire de George Bush. » Mais il aurait très bien pu continuer le combat politique et rendre encore plus grave la crise institutionnelle que traversaient les États-Unis. Alors, toute proportion gardée, on n'en est pas là au Nouveau-Brunswick, mais c'est important de prendre la mesure de tout ce qui est en train de se passer actuellement et de l'importance justement de ce comportement des acteurs. Alors, peut-être qu'on peut revenir aussi sur l'interprétation qu'on peut faire des résultats du vote de paille qu'on avait fait ensemble. Je vous avais donné les résultats et puis un peu où on en était arrivé ici. Avec ces enjeux où finalement on constatait parmi vous beaucoup d'abstention ou la défense d'intérêts catégoriels, c'est-à-dire vous pensez d'abord, et c'est normal, à vos intérêts en tant qu'étudiant. Il y a des enjeux qui vous tiennent à cœur parce que vous êtes directement confronté à ça. Vous allez en ce moment vous financer vos études et c'est la principale préoccupation que vous avez, et c'est bien normal, vous êtes étudiant, c'est vos études, la manière dont vous allez les financer et les conséquences que ça aura ensuite, bien évidemment, sur votre budget. Et il y a des enjeux qui sont beaucoup plus globaux et qui intéressent la planète. Donc vous voyez, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est assez représentatif finalement de nos comportements électoraux contemporains. On s'intéresse finalement très peu à la chose publique. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'abstiennent. Et c'est un vrai problème dans nos démocraties. Ce taux d'abstention. Je vous rappelle qu'aux dernières élections américaines, il y a plus de 100 millions d'Américains qui se sont abstenus, qui ne sont pas allés voter. Et ça, c'est une désaffection profonde et un désintérêt à l'égard du fonctionnement de nos institutions démocratiques. Vous voyez, ça a des conséquences extrêmement directes sur le fonctionnement actuel de la société américaine. Et ça a bien évidemment des contre-coups sur la vie et l'existence des Américains, puisque on remet en question un certain nombre d'avancées en matière de droit de la santé. Il y a une politique protectionniste qui est mise en place par Donald Trump qui a des conséquences économiques et donc des conséquences
positives et négatives sur l'emploi. Donc ça a finalement des conséquences sonnantes et trébuchantes pour les citoyens. Le travail politique, l'action politique, n'est pas si éloigné que ça de notre propre environnement, de notre quotidien en tant qu'individu. C'est une fausse idée que de croire que l'élection, c'est quelque chose d'extrêmement lointain. Non, c'est quelque chose qui touche à votre avenir très directement. Donc, le rien, la défense d'intérêts catégoriels, savoir quel est finalement notre intérêt propre dans la manière dont on va déterminer notre vote, et après, des considérations qui sont beaucoup plus globales. Nous sommes des citoyens engagés dans la société, on est des professionnels, on est des étudiants, on défend des intérêts particuliers, mais on est aussi citoyens du Nouveau-Brunswick, citoyens du Canada, citoyens du monde, et donc on a des préoccupations, par exemple, en termes, et c'est le cas ici, en termes d'environnement, de changement climatique et de pollution. Voilà. Et le bilinguisme aussi, vous voyez, ça c'est l'intérêt général. Donc des préoccupations qui sont très différentes, finalement. Intérêt général, intérêt particulier. Alors je passe tout ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est les... donc ça on l'avait vu ensemble. Le portrait aussi, qu'on avait vu, et surtout l'interprétation. On en était arrivé là. Quelle interprétation on peut donner à la fois du vote et de l'abstention? C'est assez difficile d'interpréter le vote, et on reviendra là-dessus quand on fera un petit peu d'analyse électorale. Comment finalement les politologues essayent de comprendre pourquoi et comment les citoyens ils expriment leur droit de vote. Alors, il y a au niveau de l'explication du vote, et c'est un peu ces deux interprétations-là qu'on peut évoquer pour comprendre comment vous avez fait vos choix. Il y a cette idée de culture politique. Nous sommes tous déterminés, ça rejoint l'approche qu'on a vue, je pense, lundi dernier, l'approche structurelle. On est déterminé par des choses qui nous échappent, par presque des contraintes qui limitent notre liberté sans qu'on s'en aperçoive. C'est notre culture, c'est nos croyances, c'est nos valeurs héritées de notre famille, de notre milieu social. Et ça va exercer une influence forte sur la manière dont on va voter. Donc, il y a de fortes chances que parmi vous, ceux qui ont voté libéral, ou ceux qui ont voté conservateur, ou ceux qui ont voté NPD, etc., dans la famille, dans le milieu social, il y a des choses qui font que vous avez choisi ça. Et ça, c'est bien important. Tout citoyen libre qu'on soit, de prendre conscience que cette liberté, elle reste déterminée par des choses qui nous échappent, qui ne tiennent pas de notre libre choix. C'est ce qu'on appelle la culture politique. On vote parce qu'on a toujours voté comme ça dans la famille, le village, la communauté. Il y a des déterminants du vote, des habitudes, et ça fonde le gros morceau de l'analyse électorale. Le gros morceau de l'analyse électorale, c'est par exemple d'essayer de comprendre si les musulmans ou si les catholiques pratiquants votent de telle forme, de telle façon ou de telle autre façon. Si les francophones vont plutôt voter libéral ou conservateur. Si les anglophones au Nouveau-Brunswick vont voter plutôt conservateur ou plutôt libéral. Vous voyez la carte électorale du Nouveau-Brunswick, à quel point elle est scindée en deux. Le nord et le sud-est d'une part, et le sud-ouest d'autre part. Il y a bel et bien deux régions politiques au Nouveau-Brunswick, deux régions économiques et deux régions linguistiques qui se superposent. Donc là, on est bel et bien face à une carte qui nous exprime ces déterminants. Et à quel point ils pèsent sur la manière dont on va se comporter électoralement parlant. En gros, il y a de fortes chances que si vous naissez dans une famille anglophone, protestante, qui habite Fredericton, St. John ou Florenceville, etc., il y a de fortes chances, il y a plus de chances que vous votiez conservateur, et si vous êtes aussi aîné,
il y a plus de chances que vous votiez conservateur que si vous êtes né dans la péninsule acadienne, encore que, vous voyez, il y a une circonscription qui a voté conservateur, ce qui exprime bien, ce qui montre bien que les déterminants nous permettent de comprendre un certain nombre de choses, mais pas tout. Cette circonscription conservatrice dans la péninsule, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il y a bel et bien des enjeux locaux propres à la péninsule, des rapports de pouvoir, des oppositions, des concurrences entre différentes familles politiques, entre différents villages, entre différentes villes, qui interviennent aussi dans l'équation et dans la compréhension du vote conservateur dans la péninsule. Donc, culture politique. Première chose, comment expliquer autrement le vote? Par l'inverse, c'est-à-dire la volatilité du vote. Qu'est-ce que ça veut dire, la volatilité du vote? Ça veut dire qu'on est, encore une fois, en tant que citoyen, il n'y a personne qui va vous surveiller lorsque vous glisserez votre bulletin dans l'urne. Vous êtes parfaitement libre, libre de choisir qui vous voulez, comment vous voulez. Vous êtes libre de voter ou pas, vous êtes libre de voter blanc ou pas, vous êtes libre aussi de choisir la famille politique que vous préférez. Et ce qu'on constate, et là aussi ça fait partie de l'explication des élections, c'est justement le développement de cette volatilité électorale. Pourquoi on dit volatilité? Vous voyez un oiseau qui vole, il va de branche en branche, d'arbre en arbre, de région à une autre et de famille politique à une autre. Pas l'oiseau évidemment, mais le citoyen. Ça exprime que finalement le citoyen est de moins en moins déterminé par sa culture, sa langue, etc. Et que de plus en plus il prend des libertés par rapport aux traditions électorales qui caractérisaient son groupe social. De plus en plus, les citoyens se sentent libres de voter. Dans les années 50 ou dans les années 40, lorsque vous étiez une femme, il y a de fortes chances que vous déterminiez votre vote en fonction du vote de votre mari, de votre famille, de votre paroisse. Et bien souvent, je suis sûr, dans les confessionnaux, le curé devait donner assez souvent ses instructions, ou du moins ses conseils en matière électorale. Donc il y avait ce poids finalement de la communauté. On n'est plus du tout dans nos sociétés modernes, sinon postmodernes, où on insiste beaucoup sur la liberté des gens. On n'est plus dans ce cas de figure-là. De plus en plus, les gens se sentent parfaitement libres, y compris dans des familles traditionnelles, de voter ceux qu'ils souhaitent. Et si vous êtes promené dans les rues de Moncton, ce qui était intéressant, là aussi au niveau des idéologies, c'est que parfois dans les mêmes jardins, vous aviez des couleurs politiques différentes. Avec, et c'est le cas dans mon quartier, par exemple, des pancartes conservatrices qui côtoyaient des pancartes pour Chris Collins ou pour parfois même les libéraux. C'est plus rare, mais dans plusieurs cas, j'ai aperçu ça. Finalement, manifestement, des familles dans lesquelles les enfants votaient différemment que les parents ou dans lesquelles la femme votait différemment que l'homme ou le conjoint différemment que le conjoint ou la conjointe. Donc, différentes préférences. Ça, c'est pour l'explication du vote lui-même. Maintenant, l'explication de l'abstention. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il n'y avait pas autant d'abstention par le passé. Avant, les citoyens, ils étaient persuadés que ça faisait partie de leurs obligations. Et il y avait là aussi une pratique communautaire qui était très forte. Resituez-vous dans les années 50, au Canada, qu'est-ce que faisaient les gens souvent? Ils participaient à la vie sociale. Ils étaient très engagés. On appelle ça le capital social. Sortir de chez soi, s'engager, aider les voisins, rencontrer ses voisins, côtoyer des amis, etc. Il y avait une dimension sociale très importante, une dimension communautaire très importante, et il y avait toute une série de pratiques sociales récurrentes. Les gens s'inscrivaient dans des clubs sportifs, et ils allaient à la messe, ils allaient au temple, etc. Il y avait une pratique communautaire très forte. Et le vote faisait partie de ces pratiques communautaires. Comme on allait à la messe ou au temple ou à l'office, on allait voter.
Ça faisait partie d'une idée, d'une certitude que ça faisait partie de notre devoir. Mais, de plus en plus, là aussi, modernité, l'idée que le citoyen est parfaitement libre de faire ce qu'il veut et qu'il n'y aura pas ce contrôle social derrière lui en disant que tu n'es pas allé voter, c'est pas bien. Hein, maintenant, il y en a beaucoup qui s'abstiennent et puis il n'y a pas grand monde qui dit c'est pas bien, tu n'es pas allé voter. Donc, il y a encore une fois une volatilité au niveau des préférences. Et comment est-ce qu'on peut comprendre, saisir les raisons pour lesquelles les gens s'engagent à voter ou au contraire se retirent? Il y a plusieurs explications possibles, il y en a 3 essentielles. Premièrement, l'auto-exclusion. C'est l'idée que pour beaucoup de citoyens, c'est pas fait pour eux. Je ne vais pas voter parce que j'y comprends rien. Je ne vais pas voter parce que je ne m'y intéresse pas. Je ne vais pas voter parce que je n'ai pas compris les débats, etc. Ou je ne sais pas ce que c'est la dette, ou si on faut rembourser ou pas la dette, puis je m'en fiche. Hein, ça, c'est ce sentiment d'auto-exclusion. Un sentiment d'auto-exclusion qui révèle souvent des déterminismes sociaux. De quoi on s'aperçoit? C'est que ceux qui s'excluent du vote, c'est souvent les moins instruits, les plus pauvres. En gros, ceux qui sont exclus sociaux. Donc vous voyez, ceux qui s'excluent, c'est qu'ils sont... Ceux qui s'auto-excluent, en fait, correspondent à ceux qui sont exclus de la société. Et il y a toute une série de thèses qui se sont développées là-dessus et qui expliquent l'inégalité qui existe dans nos sociétés par rapport à l'abstention. En gros, ceux qui s'abstiennent toujours, c'est les pauvres, c'est les moins instruits. C'est ce que Daniel Gaxi appelait dans sa thèse le sens caché. Finalement, on est face à une démocratie imparfaite, puisque notre système vit avec cette exclusion d'une partie des citoyens. Il y a des citoyens qui ne vont jamais voter. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Essayez de voir les taux d'abstention dans les communautés afro-américaines, et en particulier dans les quartiers les plus pauvres des États-Unis, et vous allez vous apercevoir que la carte de l'abstention correspond grosso modo à la carte de l'exclusion sociale. Les quartiers pauvres, afro-américains, avec des problèmes graves au niveau de l'accès au diplôme, c'est là qu'on retrouve les plus forts taux d'abstention. L'idée d'auto-exclusion. Deuxième chose, qui concerne cette fois plutôt moins les déterminants sociaux et plus les déterminants individuels, c'est le cynisme. Le cynisme de beaucoup de citoyens face à un monde politique qui paraît de plus en plus éloigné ou impuissant. À l'époque, quand ça allait mal, dans les années 50, on savait à qui s'adresser, au gouvernement. Et finalement, la lutte, ou la manifestation, ou la grève s'adressait aussi au pouvoir politique qui avait été élu précédemment. Les choses étaient relativement simples. Avant la mondialisation, on savait grosso modo qui était le responsable, si ça allait mal ou si ça allait bien. C'était l'État, c'était les pouvoirs institués à l'intérieur de cette bulle protectrice que constituait l'État. Avec le développement du libéralisme, avec la mondialisation, la globalisation des échanges, cette bulle protectrice a éclaté. Et on est bel et bien face à cette révolution actuelle, d'un éclatement de cette bulle de l'État, qui s'est désengagé de toute une série de domaines et qui nous laisse finalement, en quelque sorte, livrés à nous-mêmes. Il y a une part de vérité dans ce processus-là. Et les citoyens se sentent parfaitement insécures face à cette bulle qui a éclaté, et ils savent que l'État ne pourra pas tout. Et l'État et les acteurs politiques, d'ailleurs, ne se gênent pas pour le leur dire, pour leur affirmer « je suis désolé, c'est de la faute à la mondialisation, je suis désolé, dans notre époque contemporaine, l'État ne peut pas tout. » Vous voyez, il y a tout ce discours-là qu'on entend dans les médias, dans la classe politique. Et bien évidemment, le citoyen, il prend ça aussi pour argent comptant et il se dit, l'acteur politique que je viens d'élire, il me dit qu'il ne peut pas m'aider, il ne peut pas améliorer mon service de santé, il ne peut pas
investir dans le système d'éducation de mes enfants. En gros, il est impuissant. Pourquoi j'irai perdre mon temps à voter pour un pouvoir qui, dès qu'il sera élu, va me dire qu'il ne peut rien faire pour moi? Donc vous voyez, ce cynisme, il se développe aussi dans la société. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est l'apathie, le désintérêt pour la politique, avec une individualisation du vote et ce qu'on appelle la fin du capital social. C'est chacun pour soi. Processus d'hyper-individualisation de nos sociétés. Et là aussi, regardez nos comportements, nos actions. Je vous parle depuis tout à l'heure des années 50. Dans les années 50, les gens étaient extrêmement attentifs aux autres et au comportement des autres. Il y avait un contrôle social permanent. C'était parfois pesant. Il n'y a pas que des avantages dans l'histoire. On se sentait, quand le curé faisait la tournée des familles pour que la femme fasse son 13e ou 14e enfant, la pression sociale, la pression de la communauté, on la ressentait bien. Et surtout la femme. C'est fini tout ça. Maintenant, on s'est libéré de tout ça, mais il y a finalement, avec cette libération de cette pression sociale, il y a un contre-coup aussi qui est plus dérangeant. C'est le désintérêt pour la chose publique. L'indifférence par rapport à ce qui nous constitue en tant que société. Le citoyen est devenu égoïste, nombriliste, égocentrique, et il y a bien de la difficulté à ressentir de la bienveillance, de l'empathie, ou tout simplement de l'intérêt pour la société dans laquelle pourtant il évolue. Par exemple, au niveau des taxes qu'on paye. Justement, la taxe est la contrepartie d'un service qu'on reçoit. Mais bien souvent, dans l'espace politique, on nous présente le mauvais côté des choses. Ce que nous, ça va nous coûter. Mais pas nécessairement ce que nous, en tant que collectivité, ça va nous rapporter collectivement. Un bon système d'éducation, c'est un bien commun qui est difficile pour l'individu à appréhender. On a beaucoup de mal à comprendre à quel point c'est important pour nous en tant qu'individus. Tout simplement parce que c'est un bien commun. On est beaucoup plus lucide sur ce que peut nous apporter ce type d'appareil. Tout simplement parce que quotidiennement, on en a l'usage. Et il y a quelque chose de tangible. Le matériel est quelque chose de tangible. Par contre, un système d'éducation performant, c'est moins tangible. On a moins d'emprise là-dessus. Donc vous voyez, le citoyen, progressivement, prend conscience de plus en plus de l'intérêt direct qu'il peut avoir dans un certain nombre de biens matériels et beaucoup moins de ce qui constitue le bien commun. Et là aussi, il y a des thèses qui ont été développées là-dessus, et notamment celle, je vous ai cité Chomsky, qui est le plus connu, mais il y a aussi Robert Putnam, qui a fait un gros travail sur la fin du capital social aux États-Unis. On essaiera d'y revenir. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est en rapport direct, justement, avec l'actualité politique telle qu'elle se développe sous nos yeux. Et on va revenir à tous ces éléments dans le cadre du cours progressivement. Putnam, qu'est-ce qu'il montre dans les années 90 ? Qu'est-ce qu'il constate plutôt ? Il constate qu'aux États-Unis, les gens ne vont plus jouer aux quilles. Voilà, tout bêtement. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la politique, tout ça. Si, justement, Putnam essaye de voir finalement pourquoi aux États-Unis on voit s'effondrer les associations de jeux de quilles, le bowling. Encore une fois, dans les années 50, si vous allez à la salle de bowling, je ne sais plus sur quelle rue elle est, à Moncton, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est aidez-moi là, les Monktoniens et Monktoniennes, vous n'allez jamais jouer au bowling. La preuve que Putnam a raison, vous voyez, plus personne ne va jouer au bowling. Dans les années 50, ou au jeu de quilles. Dans les années 50, il y avait énormément de ligues. Et si vous allez vous promener dans cette salle de quilles, vous allez voir toutes ces photos en noir et blanc, avec plein de monde, des coupes, des médailles, des concours qui sont organisés. C'était quelque chose de très important. Il y avait des ligues qui étaient très fortes, les ligues de quilles. Et ce que Putnam montre, c'est que la société, de plus en plus,
à travers ce processus d'individualisation, ben, les gens ne vont plus jouer ensemble aux quilles. Ils y vont de temps en temps, mais tout seuls. Ou accompagnés d'un voisin. Mais c'est tout. Il n'y a pas ces ligues. Et qu'est-ce qui se passait pendant ces associations, ces ligues de quilles? Quand vous étiez sur le banc et que vous attendiez votre tour, vous discutiez entre plusieurs individus qui étaient de milieux sociaux, de cultures différentes, mais qui participaient de la même communauté. Il y avait un lien social qui se constituait. Et Putnam nous dit, l'effondrement des ligues de quilles, c'est l'avènement d'une société nouvelle aux États-Unis, d'une société profondément individualiste. Alors lui, à l'époque, dans les années 90, il stigmatise la télévision. Il dit finalement la télévision, elle contraint les gens à rester chez eux, ils ne communiquent plus avec autrui, et donc ils se désintéressent du bien commun et de la chose publique. Et ce constat qu'il fait dans les années 90, c'est avant l'arrivée d'Internet. Donc vous voyez à quel point Internet a accentué ce processus. Et puis certains autres, un peu plus optimistes, vont nous dire oui, mais Internet, c'est quand même mieux que la télévision. Vous envoyez des textes, vous téléphonez, vous communiquez, vous vous inscrivez dans des forums de discussion, et il y a des nouvelles formes de participation politique qui sont en train d'apparaître. Alors là, gros point d'interrogation, est-ce qu'Internet va encourager ou accentuer ce processus de désintérêt, de sortie du citoyen de la chose publique, ou est-ce qu'au contraire, il va permettre un retour tranquille du citoyen dans la chose publique? Voilà. Donc ça, c'était important de mentionner tous ces éléments, parce que, encore une fois, on va y revenir lorsqu'on va voir la question du rôle de l'État, la question de la participation politique, la question aussi du fonctionnement de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de fixe, de figé, on le voit très bien cette semaine, c'est quelque chose en évolution permanente, en perpétuel changement. Et c'est important de bien prendre conscience de ces évolutions de nos systèmes démocratiques. On revient à nos moutons et à, cette fois, une introduction au chapitre sur les idéologies. Alors, pour aborder ce premier objet, parce que finalement, après avoir vu comment on fait de la science po, comment on fait de la science, qu'est-ce qu'on doit faire quand finalement on veut aborder scientifiquement, comment on doit faire quand on veut aborder scientifiquement un objet, un sujet, ben là, on va passer aux pratiques. Comment est-ce qu'on va essayer de cerner un objet qui s'appelle les idéologies et qui est parfois difficile à comprendre? Alors, on part d'un premier point, c'est d'essayer de définir l'objet. Comment on pourrait définir idéologie de manière politologique? Ben, on peut considérer que les idéologies, c'est d'abord un ensemble de valeurs, de symboles et de croyances. Ça, c'est important, ces trois mots. Des valeurs, des symboles et des croyances. Alors, valeurs, vous savez grosso modo de quoi il s'agit. Ça fait appel à la dimension éthique, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Aristote nous dit on est des animaux politiques. Pourquoi? Ben parce qu'on a conscience de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Alors, chacun met la frontière entre l'un et l'autre là où il le souhaite, ou là où on lui a appris de mettre la frontière. Encore une fois, ces idées de déterminants et de liberté, liberté de l'individu et déterminants sociaux. Donc cette frontière entre le bien et le mal, on peut la mettre là où on veut, mais il n'en demeure pas moins que chaque individu est intimement persuadé qu'il y a une différence entre le bien et le mal. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a un devoir, il y a des droits. Donc ensemble de valeurs, ensemble aussi de symboles. L'idéologie est affaire d'image, d'enchantement, de transformation de la réalité. Des transformations parfois tangibles. Quand on parle de symboles, il y a des symboles
effectifs, des symboles très concrets. On va en voir un certain nombre. Je vous montrerai des symboles idéologiques, mais vous en côtoyez un certain nombre. Le drapeau acadien, c'est un symbole idéologique. C'est l'idée selon laquelle il existe dans le monde un peuple qui s'appelle le peuple acadien et une nation qui s'appelle la nation acadienne. Et que ce drapeau est en quelque sorte l'expression symbolique d'une appartenance collective. Voyez ? Et on a fabriqué ce symbole pour faire passer un message, pour communiquer une idée. C'est l'idée de l'existence de ce peuple. C'est l'idée qu'au-delà de la langue, au-delà de la religion, au-delà de la région, il y a quelque chose qui rassemble ces individus. C'est une appartenance collective à ce quelque chose qu'il s'agit de définir et qu'on définit en termes de peuple ou en termes de nation. Quand on dit, voilà, il y a un peuple acadien, bon, bah, c'est bien joli, mais de quel peuple s'agit-il ? Après, il y a toute une série d'explications, de considérations. Vous voyez, on va nourrir de valeurs et de croyances cette idée que le drapeau acadien constitue bel et bien le symbole de l'existence d'une identité. Donc des symboles et des croyances aussi. Des croyances, c'est l'intime conviction que nous avons que le réel s'exprime bel et bien de cette façon. Que le discours idéologique a rapport avec le réel, avec le vrai. Alors, bien évidemment, vous le voyez à quel point la religion, elle est aussi affaire d'idéologie. Alors, quand est-ce qu'on a, et on va le voir bientôt, quand est-ce qu'on a inventé ce mot idéologie ? Essentiellement au XVIIIe, surtout au XIXe siècle. Et qui l'a particulièrement popularisé, c'est Karl Marx. Karl Marx, qui a, à l'époque, dénoncé cette idéologie qui aveugle les individus et qui rend possible leur exploitation. Karl Marx dit, voilà, qu'est-ce qui fait que tous ces gens qui sont pauvres, qui sont exclus, qui sont dominés par des pouvoirs féodaux, par toute une série d'ordres qui sont contraires à leurs intérêts, comment se fait-il que ces gens ne se révoltent pas ? Et il dit c'est affaire de croyance, c'est à cause des idéologies, et notamment ce qu'il appelle l'opium du peuple. Vous savez, vous connaissez un peu cette expression, c'est une des expressions les plus connues de Karl Marx. Karl Marx va dénoncer le rôle des religieux, le rôle de l'Église, le rôle de la religion dans cette capacité de l'État et du pouvoir politique de faire en sorte que les gens se tiennent tranquilles, ne se révoltent pas. Pourquoi ils ne se révoltent pas ? Parce qu'on leur a fait croire au paradis. Alors Marx il dit, attendez, le paradis, ça peut être sur Terre. On peut, avec la révolution, avec la transformation de nos rapports sociaux, faire en sorte que le paradis soit bel et bien réel, ici. Libérons-nous de ces carcans et de ce système d'exploitation qui nous domine et qui nous contraint. Alors, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est Marx. Je ne suis pas en train de défendre la théorie marxiste, c'est simplement essayer de vous montrer comment Marx pense idéologiquement les religions. On y reviendra. Donc, valeurs, symboles, croyances, produisant un système d'idées. Ça, c'est important aussi. C'est la deuxième partie de cette définition. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble ? Ce n'est pas un ensemble hétéroclite, un peu fourre-tout, où on trouve tout et n'importe quoi. Non, non, il y a une cohérence. Ça fait système. Dans le mot système, il y a ordonnancement, organisation. Il y a une cohérence dans le discours. Lorsque vous écoutez l'idéologie libérale, l'idéologie conservatrice, il y a un lien, il y a une logique entre les différentes valeurs, croyances et symboles qui sont utilisés par les conservateurs ou qui sont utilisés par les libéraux, et c'est la même chose pour le NPD. Donc il y a une cohérence dans le discours, un système d'idées qui va, et c'est quoi sa fonction ? Interpréter le réel. Cette idée d'interprétation, on propose
une vision du réel. Alors, ce réel, c'est l'ordre établi, la société telle qu'elle est. Alors, il ne s'agit pas de la défendre. Par exemple, dans l'idéologie communiste, ce réel est dénoncé, mais il est interprété. On dénonce le réel parce qu'il est oppresseur pour les gens, pour les citoyens. Ce réel, cet ordre établi est douloureux, il vous contraint, il faut s'en libérer, vous voyez. Donc il y a une interprétation du réel. Une interprétation aussi du passé, comment on en est arrivé là. Et ça, c'est très important dans tout discours idéologique. Expliquer les raisons pour lesquelles on est face à ce réel. Et puis, vous avez aussi l'avenir, le projet, le programme, le possible. Toute idéologie tend à vouloir proposer quelque chose pour l'avenir, ou interpréter aussi le futur. Donc vous voyez, il y a une continuité dans le discours idéologique. Le discours idéologique ne cherche pas simplement à interpréter le réel tel qu'il est au présent, mais bel et bien à l'expliquer par le passé et proposer des changements possibles dans l'avenir. Voilà. Alors bien évidemment, ce discours, quelle fonction il exerce, on va y revenir aussi, mais il cherche à justifier l'action politique. Il cherche ça, tout simplement, l'acteur politique est en train de nous dire, vous allez m'élire, vous allez me faire confiance, tout simplement parce que le passé vous enseigne un certain nombre de choses sur le réel, et vous me faites confiance pour qu'à l'avenir, les choses aillent mieux. Voilà. Il y a une espèce de circularité, finalement, dans l'explication et la justification par l'idéologie de l'action politique. Ça, c'est pour la théorie. Alors, à quoi ça sert la théorie si ça fait pas, si ça correspond pas à la réalité? C'est que la théorie, ça nous permet justement de lire cette réalité. Et tout le sens du travail du politologue, c'est ça. C'est d'essayer de généraliser. Là, on a fait un beau discours ou une belle présentation bien lisse, bien compréhensible, j'espère en tout cas, de l'idéologie. Et maintenant, on va se confronter à la réalité. Alors, petite histoire de la notion dans un premier temps. Donc, section 1, la place des idéologies dans nos sociétés contemporaines. Dans un premier temps, on va faire ça. À quoi ça sert? Et dans un deuxième temps, on va voir les familles politiques. Et dans un troisième temps, on va voir finalement quelle est l'actualité des idéologies, notamment par rapport au discours sur l'État. C'est important ça. Je vous ai dit que l'État, c'était le gros morceau en Sciences Po, en sciences politiques. Donc c'est quoi le discours des idéologies face à l'État? On va voir, les libéraux n'ont pas la même vision de l'État que les conservateurs, que les chrétiens sociaux, que les socialistes, que les communistes, que les anarchistes, que les libertariens, que les communautariens, que les écologistes, etc., etc. Chacun véhicule sa propre vision de l'État. Et je trouve que c'est intéressant de vous donner finalement ce portrait de chaque idéologie par rapport à l'État. C'est un bon exemple des différences qu'on peut trouver dans chaque idéologie. Alors, petite histoire de la notion. Déjà, elle apparaît quand? Elle apparaît au XIXe siècle. Et qui va s'en saisir de cette notion? C'est les scientifiques et les marxistes. Alors pourquoi les scientifiques? Parce qu'on assiste au XIXe siècle au développement des sciences sociales. Et peu à peu, les chercheurs vont essayer de se libérer de toutes ces croyances, de toutes ces valeurs qui, d'après eux, les empêchent d'accéder à la réalité. Donc les scientifiques se disent, on ne peut pas faire de la science si on est persuadé qu'il faut demander toujours au curé ou à l'église si on a le droit de penser ci, si on a le droit de penser ça. Non, il faut se libérer de ces traditions religieuses pour que notre libre arbitre, notre rationalité, notre raison puisse librement s'exprimer et aller accéder à la réalité indépendamment de tous ces discours traditionnels sur le réel. Regardez ce que
les mésaventures de Galilée, je vous ai passé ce petit extrait, Galilée est devant le tribunal de l'Église, de l'Inquisition, qui va devoir se prononcer sur le fait de savoir si Galilée est libre ou non de continuer de croire ce qu'il croit, ou de travailler sur l'objet qu'il a décidé de travailler. Les scientifiques à l'époque se disent c'est inacceptable. Si on veut faire progresser la connaissance, on doit se libérer de tout ça, on doit se libérer des idéologies, y compris de la religion, des rapports avec le pouvoir, etc. Donc, pour eux, c'est du domaine de l'imaginaire, de la divagation intellectuelle, et c'est contraire à la démarche scientifique. Donc, les scientifiques sont opposés, vent debout contre les idéologies, et veulent s'en libérer pour pouvoir travailler tranquille. Les marxistes vont faire la même chose. Ils vont défendre, grosso modo, les mêmes positions. Pas pour les mêmes raisons. Chez les marxistes, les idéologies seraient des discours déformés par les rapports de classe, par les rapports de pouvoir. Ces rapports de classe ont progressivement produit des discours qui justifiaient les inégalités. En gros, l'Église catholique, le pouvoir, a fabriqué un enchantement du monde. Il a réussi à convaincre les gens que c'était comme ça et pas autrement que ça devait se passer. Et c'est ce qui permet à l'ordre de perdurer, à un ordre injuste. Et les marxistes essayent de dire ça, essayent de montrer ça. Et dans la philosophie marxiste, parce que le marxisme est aussi une idéologie, attention, deviendra une idéologie, mais au départ, c'est une démarche, celle de Karl Marx et de ses assistants ou de ses aides, par exemple Friedrich Engels. Marx et Engels vont beaucoup travailler, c'est des économistes et des sociologues à l'époque, et ils vont travailler sur la réalité sociale, essayer de comprendre les inégalités. C'est essentiellement ça leur objectif. Et pour eux, les idéologies servent tout simplement à justifier le monde tel qu'il est. C'est un voile que les pouvoirs dominants ont mis sur la réalité pour permettre aux inégalités de perdurer. Le travail des marxistes, et Marx à l'époque se veut finalement un scientifique, et il l'est d'une certaine manière, il a durablement aussi influencé le domaine des sciences sociales, c'est un des pères fondateurs des sciences sociales. Donc vous voyez à quel point idéologie et discours scientifiques sont parfois difficilement dissociables. Le marxisme, c'est bel et bien ça. Il a donné naissance à un courant scientifique et il a donné naissance aussi à un courant idéologique, le socialisme, le communisme. Mais l'objectif chez Marx, c'est de retirer ce voile de la réalité et faire en sorte que les gens prennent conscience de la dure réalité à laquelle ils sont confrontés et des rapports de classe qui les contraignent. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Tout simplement pour que les gens puissent s'en libérer. La prise de conscience est la première étape à la libération. Donc scientifiques et marxistes vont investir ce champ de la science, ce champ des idéologies pour les dénoncer. Donc l'idéologie serait une forme d'enchantement du monde, alors que le travail des marxistes comme des scientifiques serait précisément de désenchanter ce discours idéologique. Cet enchantement du monde, il a aussi été analysé et stigmatisé par Max Weber. On l'a déjà rencontré lorsque je vous ai dit, voilà, le rôle du scientifique, ce n'est pas le même que le rôle de l'acteur politique. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu Max Weber par rapport à ça. Weber dit, oui, le scientifique, il doit désenchanter le monde, et le discours idéologique, c'est précisément un discours qui vise à enchanter ce monde, avec la puissance des symboles, ces symboles qui vont se confondre avec la réalité. Vous voyez un drapeau acadien, automatiquement vous pensez à l'Acadie.
Il y a une confusion entre le symbole et la réalité. Et on finit par croire en l'existence en tant que telle, à travers ce symbole, d'une réalité telle qu'elle est interprétée par ce symbole. Il y a une confusion entre l'image et la réalité. Et Weber nous dit, si on veut faire un travail sérieux en sciences sociales, il faut dissocier l'un de l'autre. Alors vous le voyez, par rapport à tout ça, au XIXe siècle, et au XXe siècle, et au XXIe siècle, c'est d'abord une vision péjorative de l'idéologie qui va se développer. Et cette vision péjorative, on l'a toujours, bel et bien, en nous. On n'en est plus au début du XIXe siècle, où finalement cette notion d'idéologie a été construite pour dénoncer les travers qu'elle portait. Et là, on a peut-être, dans la dénonciation du caractère irréel des idéologies, jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi ? Parce que cette vision péjorative des idéologies, elle est justifiée en partie. Il faut se méfier du discours idéologique, parce que c'est un discours orienté, enchanté, réducteur souvent, simpliste, mais c'est aussi un discours qui a une certaine utilité dans nos sociétés démocratiques contemporaines. Il faut avoir bien conscience de ce double, et c'est un système de balancier, il y a du pour et il y a du contre dans l'existence des idéologies. Il ne faut pas voir les idéologies comme quelque chose de négatif, mais aussi comme quelque chose de positif qui a une réelle utilité. On veut faire disparaître les idéologies, mais un discours sans idéologie est-il possible ? La réponse est non, y compris le discours scientifique. Le discours scientifique est lui aussi parfois composé d'idéologie. Alors, un des grands penseurs du rationalisme, c'est Auguste Comte, qui a beaucoup lutté contre les idéologies et qui est, un peu comme Marx d'ailleurs, à l'origine d'une véritable idéologie positiviste. C'est une illustration, c'est pour vous montrer à quel point, à l'époque, au XIXe siècle, on croyait dur comme fer de pouvoir se débarrasser de tout discours idéologique grâce aux lumières apportées par les sciences, puisque ce buste d'Auguste Comte, ça a été finalement le cheval de bataille d'Auguste Comte, c'est ça, s'extirper de toute forme de croyance traditionnelle pour pouvoir promouvoir l'avènement d'un monde enfin rationnel, purement rationnel. Et cette statue, ce buste, on le retrouve place de la Sorbonne à Paris. Donc c'est au cœur finalement du système universitaire parisien. Et Auguste Comte a durablement marqué le domaine des sciences sociales là aussi. Alors 1.2, les fonctions de l'idéologie dans une société. Ce n'est pas quelque chose nécessairement qu'on retrouve dans votre manuel. Alors là, un petit point, j'ai oublié de vous le dire, le manuel est disponible à la librairie acadienne. Enfin, vous allez me dire. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer. Et vous allez voir, parfois, mon cours, ou du moins la manière dont je présente les objets les uns après les autres, différera, ne sera pas du tout pareil que la manière dont c'est présenté dans le manuel. C'est normal. C'est vraiment pour que vous puissiez parfois, sur certains objets, avoir deux sons de cloche. La cloche Trenel et la cloche d'Elvit. Au moins deux cloches. Après, il y en a plusieurs. Si vous allez sur Internet, les idéologies, il y a plein de définitions. Mais il faut faire attention. Il y a des sites qui vont vous donner une définition raisonnable, rationnelle ou scientifique des idéologies, et puis d'autres sites beaucoup moins sérieux qui vous donneront un peu tout et n'importe quoi. C'est tout le problème d'Internet. Bref, cette chose étant dite, vous allez voir, donc je ne respecte pas du tout la structure du chapitre sur les idéologies. Lisez-le, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave, vous le lisez. À la rigueur, si vous avez envie, si vous pouvez
vous le relisez, si ça vous intéresse, vous le relisez une troisième fois et vous allez voir tranquillement, les choses vont s'inscrire dans votre tête et il y a des choses qui vont, finalement, vous allez vous en rappeler et d'autres que vous allez oublier. C'est normal, ça fait partie du travail de réflexion. Alors, là aussi, il ne faut pas lire en pensant à autre chose. Hein. Là, il faut adopter un système. Il vaut mieux passer une demi-heure à lire le chapitre sur les idéologies, mais une demi-heure de lecture active, et j'espère que vous savez ce qu'est la lecture active, plutôt que 2 heures ou 3 heures de lecture passive, en regardant Ozarks sur Netflix, ou d'autres super séries américaines tout aussi passionnantes. Alors, les fonctions de l'idéologie, à quoi ça sert les idéologies dans notre société? Ça, le manuel en parle un peu, mais pas trop, donc je veux insister là-dessus. Ça sert premièrement à comprendre. Il est difficile d'avoir un discours éclairé sur tout, on le sait très bien. L'idéologie permet tout simplement de simplifier les choses et comprendre certaines questions. C'est une simplification. C'est un premier pas orienté sur les choses. Un exemple. Cette image. Voilà. Cette image, c'est quoi? Ça représente une part de l'histoire de France très importante, où vous avez Jules César qui reçoit la reddition des armées gauloises et qui va marquer finalement le début de la conquête par les armées romaines de la Gaule, ou des Gaules, puisqu'il y en avait plusieurs à l'époque. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est une représentation de la réalité. C'est un raccourci qui nous permet, visuellement, en l'espace de quelques secondes, de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez? C'est une représentation d'un événement qui a bel et bien eu lieu, mais vraisemblablement pas, sans doute pas, certainement pas de cette manière. C'est du domaine de l'idéologie, vous le voyez, ça nous permet de comprendre rapidement quelque chose. Le langage, c'est aussi empreint d'idéologie, puisqu'il y a toute une série de sens qui transparaissent dans les mots. Acadie, tout de suite, instantanément, chez nous, ça va chercher un certain nombre de choses qu'on va rattacher les unes aux autres. On n'a pas besoin d'un grand discours sur l'Acadie pour que le flash s'opère dans notre tête. C'est la même chose pour Canada, pour toute une série de choses. Donc, comprendre, première chose. Deuxième chose, intégrer. L'idéologie permet une forme d'intégration sociale. La société est traversée par des courants, des approches, et l'idéologie, ça va être en quelque sorte une base de discussion. Et c'est finalement ce qui va rendre possible ce qu'on appelle la délibération. La délibération, elle implique qu'on prenne des positions. Donc vous le voyez, ces prises de position nous permettent d'entrer les uns et les autres en communication, de débattre ensemble et donc de produire du lien social. Il y a bel et bien, dans le discours idéologique, dans la polarisation, la polarisation, la séparation parfois arbitraire entre des camps opposés, une intégration possible. Regardez ce qui s'est passé avec le débat des chefs au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, vous aviez 5 chefs, si vous avez regardé CBC, parce qu'à Radio-Canada, malheureusement, on n'a pas eu de débat des chefs. Et vous aviez cette intégration. On est bel et bien face à un moment commun, collectif. On est tous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous étions devant le poste de télévision et à regarder finalement, discuter et se disputer des individus qui ne partageaient pas les mêmes idéologies. Alors c'est pas cette polarisation-là, hein, la division qui est intégratrice, c'est la manière dont nous allons regarder ce débat et ces oppositions. Vous comprenez ça? Alors bien évidemment, il y a un travail de simplification. Le libéral surjoue le libéralisme, le conservateur surjoue un peu le conservatisme, le NPD surjoue un peu la démocratie sociale,
Les Verts surjouent un peu l'écologie, mais grosso modo, ils représentent des courants, des familles, et nous pouvons, en tant que citoyens, nous y retrouver. Nous comprenons qu'il y a des oppositions, des clivages, une pluralité devant nous qui nous amènera à faire un choix politique. Donc il y a cette dimension intégratrice. Troisième fonction, croire. L'idéologie est une croyance sociale. On adhère à une idéologie. On accepte aussi un ensemble d'idées. Il s'agit de convaincre et d'emporter l'adhésion. Il s'agit de séduire. Exemple, l'adhésion à un parti politique. Cette croyance va avoir pour conséquence chez moi une action politique. J'adhère à un parti politique, je manifeste, je glisse un bulletin dans l'urne, toute une série d'actions qui sont du domaine de la croyance. Je me fais mon intime conviction au regard des idéologies qui s'offrent à moi, devant moi. Progressivement, on se forge ses croyances personnelles. Il y a un rapport, évidemment, entre des croyances collectives et une croyance personnelle. La religion, c'est un peu ça. Il y a une croyance collective, et puis après, il y a une croyance personnelle du domaine de l'intime qui nous rattache plus ou moins à la croyance collective. Si vous allez à la messe lorsque vous êtes catholique, ou à la mosquée lorsque vous êtes musulman, il y a ce rapport qui s'opère là, entre cette croyance collective, le rapport à une parole divine, et ce domaine de l'intime, cette intime conviction que vous avez, et qui est du domaine de la croyance individuelle. Et ce rapport-là, c'est ce qu'on appelle aussi un rapport idéologique. Alors, tranquillement, vous voyez, comprendre, intégrer, croire, c'est du domaine de l'individu. C'est mon rapport au social. On va rentrer maintenant progressivement dans le domaine plus spécifiquement politique, avec une autre fonction, c'est la fonction de mobilisation. À quoi sert l'idéologie dans une société ? Elle permet de mobiliser et de rassembler. Le système d'idées, je vous rappelle la définition qu'on a vue ici, c'est un système d'idées, qui dit système d'idées, dit ensemble d'idées cohérents, ordonnés l'un avec l'autre. Donc au niveau de la mobilisation, ce système cohérent va forcer chaque famille politique, chaque parti, à prendre en charge un certain nombre de causes, mais ces causes ne doivent pas être en conflit. On va essayer, à travers l'évocation de plusieurs causes différentes, de rassembler un maximum de gens autour des idées que nous défendons. Donc il y a ce travail de mobilisation. Deuxième travail, très important en politique, l'agrégation, ce qu'on appelle l'agrégation des intérêts. Nous sommes tous des individus autonomes, je ne cesserai pas de le répéter dans le cadre de ce cours, et en tant que tel, et vous l'avez vu dans les préférences qui ont été les vôtres dans le petit exercice jeudi dernier, on partage des intérêts parfois, mais souvent on a des intérêts personnels, individuels. Le discours idéologique, c'est en quelque sorte vouloir tricoter le même morceau de tissu avec tous ces intérêts particuliers disparates. C'est ça qu'on appelle la fonction d'agrégation des intérêts que porte le discours idéologique. En gros, la famille conservatrice va proposer un discours conservateur dans lequel il y a toute une série de causes qui vont se retrouver et donc de personnes particulièrement attachées à ces causes. Ces intérêts particuliers, ces intérêts catégoriels, on va essayer de les rassembler dans un discours idéologique cohérent, unique. C'est pour ça qu'il y a plusieurs discours idéologiques. C'est que, bien évidemment, quand vous faites l'état de tous les intérêts qui traînent dans une société, les intérêts individuels, toutes les croyances, tous les symboles, toutes les valeurs, vous apercevez qu'il y a des choses qui sont parfaitement incompatibles. On ne peut pas, dans le même discours idéologique, trouver des partisans de la peine de mort
et des personnes qui veulent lutter contre la peine de mort. On ne peut pas trouver dans le même discours idéologique une justification de l'avortement et la défense du droit à décider soi-même si on souhaite avorter ou pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça, des choses qui tiennent de l'intérêt individuel, de croyances individuelles, qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Donc, chaque courant idéologique va agréger des intérêts différents. Et ça vous explique le pluralisme qui s'offre à nous. Finalement, chaque famille politique va essayer d'aller chercher des intérêts différents, mais cohérents les uns avec les autres. C'est pour ça que, par exemple, dans le conservatisme, on va défendre un certain nombre de types de valeurs. Il y a une relative cohérence dans tous les intérêts qui sont défendus par les conservateurs. Par exemple, quand le mouvement ou le parti conservateur, ou du moins les conservateurs, nous disent qu'il faut respecter les traditions, on comprend mieux à quel point ils sont soucieux du respect de la liberté religieuse et à quel point ils sont soucieux aussi de l'ordre public. L'importance qu'une société, c'est d'abord une société d'ordre. Ordre, tradition, religion, tout ça fonctionne globalement ensemble. Si vous maintenant vous déportez dans le camp du NPD, où on va beaucoup insister sur la modernité, sur la liberté individuelle, sur le sens du bien commun, ben on ne va pas nécessairement défendre les mêmes intérêts. Chaque intérêt individuel va se retrouver plus ou moins dans les divisions idéologiques. Donc, agrégation des intérêts divers et un programme politique, c'est une tentative de démonstration que tous ces intérêts catégoriels peuvent fonctionner ensemble et donner naissance à un projet pour l'avenir qui sera uniforme. Et enfin, F, c'est la conséquence, du moins dernière fonction, c'est un peu la conséquence de ce travail d'agrégation des intérêts. Alors c'est un mot compliqué, cliver, ça vient de quoi? Ça vient de clivage. Clivage, ça vient de conflit. La société est traversée de conflits. Et les idéologies nous permettent d'exprimer sans trop de casse, sans trop de violence, ces conflits qui existent dans une société. L'idéologie, c'est quoi? C'est un discours qui porte encore une fois, qui est une interprétation du réel. Et à travers les clivages politiques, on en arrive finalement à une délibération, à une discussion collective possible. Donc vous voyez, derrière la fonction d'expression des différents conflits, les libéraux ne sont pas d'accord avec les conservateurs, qui ne sont pas d'accord avec le NPD. Ces désaccords, qui sont portés par les discours idéologiques, vont permettre de donner du sens aux oppositions et éviter qu'on en arrive finalement à la violence des uns contre les autres. Tout simplement, les discours idéologiques, en réagençant, en agrégeant les intérêts, en les organisant, vont polariser la société. Et à travers ces pôles vont discuter les uns avec les autres. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans une assemblée comme l'Assemblée législative. Si vous assistez à des débats parlementaires, c'est essentiellement ce qui se passe dans les assemblées législatives, où vous avez une polarisation de ces différentes formations. Alors, en résumé, ah oui, je vous avais dit que j'allais vous passer un certain nombre de symboles, donc je vous ai passé le premier. L'histoire est un formidable champ de bataille idéologique. L'interprétation de l'histoire. Regardez l'histoire du Canada. À quel point on est en désaccord sur l'histoire du Canada. Quel est le rôle des Autochtones dans l'histoire du Canada? Quel est le rôle des Acadiens, des Canadiens français? Est-ce qu'on a finalement bel et bien vécu une conquête? Quel est le statut de 1755 dans l'histoire générale du Canada? Qu'est-ce qu'on fait de cet événement, qui est un événement fondateur pour l'identité acadienne, mais qui n'est pas nécessairement un événement considéré comme aussi fondateur par l'identité canadienne officielle? Qu'est-ce qu'on fait de ces événements? Donc vous voyez, l'histoire, c'est un champ de bataille idéologique, et ça se traduit notamment à travers la fameuse question de la mémoire.
Quelle est la mémoire collective d'un peuple, d'une nation, d'un État? Comment est-ce qu'on va mettre en scène un certain nombre d'événements historiques? Ça, c'est très important. Et là, vous le voyez actuellement au Canada, on est en train de réinterpréter le rôle des Premières Nations, des communautés autochtones et inuites, dans la réalité de l'histoire du Canada. Comment est-ce qu'on réinterprète l'histoire? Comment on va resituer la place et le statut des autochtones des Premières Nations dans cette histoire canadienne? C'est une affaire de mémoire. Deuxième illustration, je vous ai parlé d'idéologie s'agissant des religions, des croyances. Là, c'est l'entrée d'une cathédrale en France, et ça fonctionne. L'entrée de ces églises, au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire, n'avaient pas la télé, la radio non plus, hein, évidemment. Et évidemment, pour communiquer sur la religion, l'enfer et le paradis, l'ordre et le désordre, le devoir et les interdits, rien de tel que le statuaire. Donc les statues, l'architecture, c'était une manière, là aussi, de faire passer un certain nombre de messages. Et c'est très important de ne pas voir dans l'architecture que sa dimension fonctionnelle, mais bel et bien aussi sa dimension idéologique. Il y a une idéologie qui est véhiculée par la pierre, par le statuaire. Donc promenez-vous à Moncton et vous allez voir repérer, ça et là, toute une série de bâtiments ou une architecture, un urbanisme aussi qui se veut idéologique. La structuration des villes, des capitales. Si vous promenez à Ottawa, vous allez voir, on parle de la colline parlementaire. Pourquoi est-ce qu'on a installé le Parlement en haut de cette colline? Il y a toute une symbolique, toute une volonté de montrer à quel point le pouvoir politique, dans une démocratie, doit l'emporter sur tous les autres pouvoirs économiques. Et on impose, je pense, en termes de règles d'urbanisme à Ottawa, que les buildings des banques, des compagnies d'assurance et de tout building de commerce ne dépassent pas la flèche, je pense, il faudrait vérifier ça, ne dépasse pas la flèche du Parlement à Ottawa. Il y a toute une série de dimensions symboliques qui est portée par l'urbanisme. Les affiches de propagande. I want you to live your best life. C'est une affiche que le gouvernement américain a mis en place pour mobiliser les futurs soldats et leur permettre de s'engager dans la Première Guerre mondiale. L'État est lui aussi porteur d'un discours idéologique, porteur d'un discours d'ordre, de sécurité, qui est évident. Marx avait tout à fait raison par rapport à ça. C'est tout à fait juste que de stigmatiser le discours idéologique de l'État. Les mouvements politiques et les mobilisations, eux aussi sont porteurs de discours et de symboles idéologiques. Là, je vous ai donné... c'est l'illustration des campagnes d'affichage de 1995. Vous n'étiez peut-être pas né, je ne sais plus. En 1995, au Québec, il y a eu un référendum sur l'indépendance, je vous le rappelle. Et ces affiches, elles essayent finalement d'agréger les intérêts, de mobiliser cette fonction des idéologies qui est de mobiliser. Vous voyez une campagne d'affichage unique pour le oui à l'indépendance, mais qui s'adresse à des intérêts catégoriels différents. Vous avez la petite pâquerette, là c'est pour les écolos. Vous avez le dollar canadien pour ceux qui sont soucieux de l'économie, les retraités qui ont peur que leur retraite disparaisse avec l'indépendance. Le symbole Peace and Love, citoyen du monde. La planète, c'est un pays pour le monde qu'on veut quand on est indépendantiste. Et là, c'est le salariat. Vous allez avoir du boulot même avec l'indépendance. Donc vous voyez toute une série de symboles porteurs de valeurs et de croyances au service d'une cause unique, celle de l'indépendance du Québec. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'au-delà des partis politiques, des mouvements, etc., il y a aussi l'idéologie cachée de beaucoup de groupes, de fondations, d'instituts, d'experts, de chercheurs, de professeurs d'université. Nous sommes tous et toutes, encore une fois, des citoyens engagés, et donc tout discours est a priori porteur d'idéologie. Et il y a beaucoup de lobbyistes qui essayent de cacher à tout prix cette dimension profondément idéologique de leur travail. Il y a beaucoup de fondations qui sont
directement rémunérés ou payés par des groupes ou des intérêts particuliers et qui sont plus ou moins chargés de produire des travaux scientifiques, mais qui en fait véhiculent des idéologies. C'est vrai à gauche, c'est vrai à droite. Alors bien évidemment, si vous regardez l'excellente série House of Cards, ou d'autres séries qui portent sur le pouvoir politique américain, vous allez prendre conscience du rôle étroit, essentiel de ces groupes d'experts dans la construction de produits scientifiques qui sont profondément idéologiques. Voilà. Alors je vous laisse et donc lundi on poursuit sur les différentes idéologies.